J'étais une croqueuse de diamants professionnelle et je ne le savais même pas. Voici comment ça s'est passé. En grandissant, ma famille n'était pas riche. Nous n'étions pas pauvres, mais nous en étions à un point où nous ne pouvions plus acheter de belles choses. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, je n'ai jamais possédé d'objets de luxe, comme des colliers, des diamants ou des cristaux. La chose la plus chère que je possédais était mon téléphone, et techniquement, ce n'était même pas le mien, c'était un cadeau de mon frère aîné. Vous pouvez donc voir que je n'avais jamais vraiment goûté au luxe. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification et vous trouverez votre véritable amour. Croyez-moi, ça marche vraiment. Alors quand mon premier petit ami en 4e m'a acheté un collier en or pour notre anniversaire d'1 mois, j'étais folle de joie. Je l'aimais tellement plus grâce à ça. Enfin un bijou! Quelque chose que je possède vraiment, j'étais si heureuse. Et il l'a probablement remarqué car le lendemain, il m'a acheté un autre collier. Celui-ci avait des petits cristaux tout le long. Il était assez riche, donc il a probablement pensé que ce n'était rien. Mais je pensais qu'il était le meilleur petit ami du monde, et je voulais de plus en plus de ses bijoux. La semaine suivante, nous sommes allés au centre commercial et nous sommes passés devant une bijouterie. J'ai saisi ma chance. Je me suis approchée de la vitrine et j'ai commencé à vraiment fixer ses boucles d'oreilles. Elles étaient magnifiques. Mon petit ami s'est approché et a demandé ce que je regardais. J'ai fait un acte de foi et je lui ai demandé s'il pouvait m'obtenir ses boucles d'oreilles. Il a regardé l'étiquette de prix. C'était plus cher que ses cadeaux habituels. Mais j'ai battu des cils et je lui ai souri gentiment et il a cédé. Il me les a achetés et je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je suppose en y repensant maintenant que ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon petit ami. Mais à l'époque, je voyais ça comme une sorte de jeu. Qu'est-ce qu'il achèterait pour moi? Que pourrais-je faire pour qu'il achète des cadeaux encore plus chers? Comment pourrais-je le manipuler? Et je suppose que c'est à ce moment-là que je suis devenue une croqueuse de diamants. Et je ne le savais même pas. J'ai rompu avec ce petit ami 1 mois plus tard. Il avait refusé de m'acheter ce collier en diamant. Et je lui ai dit que c'était fini. C'était tout. Et puis, j'étais à la recherche d'un autre petit ami. 2 garçons m'ont demandé de sortir avec eux à cette époque, mais je savais qu'ils n'étaient pas vraiment riches. Comment pourraient-ils m'acheter des cadeaux s'ils n'avaient pas d'argent pour les acheter? Je ne voulais pas perdre mon temps avec eux. J'ai trouvé mon prochain projet. C'était en seconde. Et c'était un nouveau gamin qui était complètement blindé. J'ai immédiatement commencé à flirter avec lui, à le complimenter, à être gentil, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à sortir ensemble. En 1 semaine, j'avais déjà réussi à le convaincre de m'acheter une nouvelle paire de talons. Et ça a duré comme ça pendant des années. J'accrochais un garçon, j'admirais tous les cadeaux dont il me couvrait, puis je le larguais, s'il ne pouvait pas continuer à m'en faire. Puis au suivant. Lorsque j'ai quitté le lycée et que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à fréquenter des gens qui m'offraient des bijoux, des vêtements, des vacances. J'adorais tous ces cadeaux. Parfois, je dois l'admettre, je ne les aimais pas trop en tant que personne. Mais les cadeaux étaient tellement extraordinaires. Je les aimais trop pour m'en séparer. Et donc, je devais sacrifier mon dégoût de certains de ces hommes pour la beauté de ces cadeaux. Par exemple, une fois, il y avait ce type qui disait toujours le mot « Géromino ». Genre littéralement à chaque minute de la journée. Je pensais que j'allais devenir folle à force de passer du temps avec lui. Mais il m'achetait de très beaux cadeaux, alors je les supportais. Je me suis retrouvée à sortir avec des hommes de plus en plus riches à chaque fois. À 25 ans, j'avais déjà une énorme liste d'ex-petites amies riches. Je me suis retrouvée à rester dans des relations dans lesquelles je savais que je n'étais pas à l'aise, juste pour des cadeaux. Je sais que c'est mal, mais à l'époque, les cadeaux me faisaient tourner la tête. Il y avait un petit ami, Adam, qui avait un tempérament très chaud. Je l'admets, j'avais peur de lui parfois, mais il m'a fait les meilleurs cadeaux, des diamants, des sorties coûteuses, des voyages de luxe. Adam et moi sommes sortis dîner une fois, et il a crié sur la serveuse parce qu'elle avait oublié de mettre de la glace dans nos boissons. J'étais tellement gênée, et j'aurais voulu m'excuser auprès de la serveuse pour son comportement, mais je savais que cela aurait mis Adam en colère. Les gens nous fixaient. J'aurais aimé qu'Adam ne soit pas si colérique. Mais plus tard dans la soirée, il m'a offert un énorme collier de diamants, alors je lui ai immédiatement pardonné. Il devait tenir à moi s'il m'a offert tous ces beaux cadeaux, non? Mais maintenant, j'ai le sentiment que ce n'était pas le cas. Mais ma patience et ma persévérance ont vraiment été mises à l'épreuve lorsque j'ai terminé mon travail et que je suis rentrée chez moi pour trouver Adam en train d'embrasser une autre femme. Il me trompait. J'étais furieuse. J'ai crié et hurlé après lui, jetant tous ces stupides cadeaux à travers la pièce, brisant des verres avec rage. Il s'est aussi énervé à cause de ma colère et m'a dit que c'était ma faute. Je ne pouvais pas le croire. À ce moment-là, je ne pouvais pas croire que je sortirais avec un gars comme Adam. Mais ensuite, plus tard dans la même nuit, j'étais au lit en train de pleurer quand il est entré. Et il a dit qu'il était désolé, qu'il ne le referait plus jamais. Je me suis dit que je ne lui pardonnerais pas. Mais ensuite, il a sorti quelque chose de sa poche et m'a tendu un magnifique collier de diamants.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il était si beau. Et dès que mes yeux se sont posés dessus, je devais l'avoir. Alors je lui ai dit que je lui pardonnais, même si en fait ce n'était pas le cas. Et j'ai accepté le cadeau. Je sais, je n'aurais pas dû faire ça, mais la personne que j'étais à l'époque, j'aurais fait n'importe quoi pour un diamant, n'importe quoi. Adam et moi avons continué à sortir ensemble, mais un jour je suis tombée sur une vidéo YouTube sur les croqueuses de diamants. Elle était intitulée « Comment savoir si vous sortez avec une croqueuse de diamants ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à la regarder, mais j'étais intriguée, alors j'ai cliqué dessus. Et j'ai été choquée de découvrir que je possédais toutes les mêmes qualités que ces filles qu'ils appelaient croqueuses de diamants. Je n'étais pas une croqueuse de diamants, pour autant, je ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Mais j'ai ensuite réalisé que je faisais toutes les mêmes choses. J'acceptais des cadeaux, je n'aimais pas Adam, mais je restais quand même. Je le laissais tout acheter, payer les dîners, les voyages. Je m'habillais aussi pour lui plaire. Je me méfiais des autres filles qui lui couraient après pour sa richesse. J'étais toujours impatiente de me marier, pour m'assurer qu'il ne me quitterait jamais. J'étais vraiment une croqueuse de diamants? Mes amis avaient l'habitude de plaisanter sur le fait que je l'étais. Mais était-ce vrai? Non, ce n'est pas possible. Mais alors que j'étais assise dans ma chambre regardant tous les cadeaux que j'avais en ma possession, des cadeaux de tous mes ex-petites amies et beaucoup d'autres d'Adam, j'ai réalisé que je me voilais la face. Bien sûr que j'étais une croqueuse de diamants. La question était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai décidé de repousser cette idée. Il se trouve que le jour où j'ai regardé cette vidéo YouTube était le jour de mon anniversaire. Adam l'organisait ce soir-là. Et j'ai posté sur mes réseaux sociaux à ce sujet. Je voulais que ce soit la meilleure fête d'anniversaire jamais organisée. J'ai dit à tout le monde de venir quand il voulait et d'amener autant de personnes qu'il voulait. Nous allions passer le meilleur moment de notre vie. Enfin, c'est ce que je pensais. J'étais à la fête, avec cette robe verte, soyeuse qu'Adam m'avait achetée, et je prenais un verre au bar. Jusqu'à présent, des tonnes de gens étaient venus, tous avec un cadeau à la main pour moi. J'étais si heureuse, c'est peut-être même la fois où j'ai été le plus heureuse. Tout le monde me donnait des cadeaux. En regardant la table remplie de cadeaux, j'ai totalement oublié mes craintes d'être une croqueuse de diamants. Mais ensuite, je me suis figée, parce que de l'autre côté de la pièce, portant un costume et une cravate, se trouvait mon ancien petit ami du lycée, celui de la 4e. Puis j'ai tourné la tête et j'ai vu mon autre petit ami de la seconde, de toutes les années passées jusqu'à aujourd'hui. On aurait dit que tous mes ex étaient venus à ma fête d'anniversaire. J'ai paniqué, ils allaient gâcher la soirée. J'avais aussi peur de ce qu'Adam pourrait faire s'il réalisait que tous mes ex étaient ici. Je me suis retournée. Qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Tiens, a dit mon petit ami de 4e, en me tendant un cadeau emballé. Puis tous les autres gars ont fait de même. Et j'avais une énorme pile de cadeaux à côté de moi. J'étais si confuse. Quoi? Mon petit ami de seconde a pris la parole. S'il te plaît, reviens avec moi. Tu mérites un gars comme moi. Je suis restée silencieuse, sans mots. Puis mon autre ex-petit ami de l'année dernière a parlé. Non, tu me mérites moi. Je t'achèterai tous les cadeaux que tu veux. Puis un autre. Non, sors avec moi. Regarde mon portefeuille. Je te donnerai tout cet argent. Leurs voix se sont élevées en une cacophonie de cris, d'arguments et de revendications. Ils ont tous commencé une sorte de surenchère demandant ma main pour enfiler des bracelets et des colliers en diamant. Ils voulaient soudoyer mon amour. J'étais si bouleversée et je ne pouvais pas le croire. Tous mes ex se battaient pour moi. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si j'aimais ça ou pas. Puis j'ai repéré Adam. Son visage était rouge de colère. Il s'est précipité en leur criant de partir d'ici. Il a commencé à les bousculer, puis il y a eu une bagarre et tout à coup, ils se sont dirigés vers la table, pleine de cadeaux. J'ai crié de faire attention, mais c'était trop tard. Ils se sont tous effondrés sur la pile de cadeaux, les écrasant tous, ruinant tous mes beaux cadeaux. J'ai commencé à pleurer, à sangloter de chagrin. Mes cadeaux! Adam a vu mes larmes et son visage a semblé se gonfler de rage. « Elle m'appartient !» a-t-il crié. « Sortez d'ici !» Les autres gars semblaient avoir jeté un coup d'œil à son visage, à ses poings serrés et à ses veines saillantes, et ils sont partis. Certains d'entre eux ont réussi à me glisser des numéros en partant, mais les autres sont partis, et je suis restée là avec Adam et le reste des invités de la fête qui me regardaient. Je me suis sentie humiliée. Je suis restée là et j'ai dit à Adam que je voulais partir. Il m'a ramenée à la maison, a dit aux autres invités que je ne me sentais pas bien, mais qu'ils devaient quand même profiter de la fête, et je me suis écroulée sur le lit, complètement épuisée. J'avais tellement de pensées contradictoires dans ma tête. C'est donc à ça que ressemblait le fait d'être une croqueuse de diamants. C'était horrible. Et puis j'ai pensé à Adam. Il m'avait sauvée de cette situation, mais j'étais maintenant à la croisée des chemins. Devais-je rester avec Adam et ignorer mes tendances de croqueuse de diamants, ou devrais-je rompre avec lui et changer mes habitudes? Je ne savais pas quoi faire, mais il s'est avéré qu'Adam a fait le choix pour moi, ou du moins il m'a aidée.
J'étais en train de déjeuner avec mes amis et j'ai vu Adam avec une autre femme en train de déjeuner. Je pensais que c'était juste une de ses collègues de travail, mais ensuite ils se sont tenus la main et j'ai su, ils me trompaient à nouveau. J'ai décidé à ce moment-là que je devais mettre fin à tout cela et avancer dans ma vie. Je me suis précipitée, je lui ai crié dessus, j'ai rompu avec lui et quand il s'est mis à me courir après, j'ai cassé le collier autour de mon cou et je l'ai jeté dans un étang voisin. C'était si bon, je savais que ce n'était pas vraiment moi. Je savais que je n'étais pas une croqueuse de diamants. J'ai juste été distraite par tous les cadeaux, mais une fois que je me suis instruite, j'ai changé pour le mieux. Et je suis très contente de l'avoir fait. Parfois, l'amour est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et parfois, parfois vous rencontrez un type comme Jérémy. Laissez-moi vous parler de Jérémy. Et surtout, laissez-moi vous raconter comment je me suis vengée de lui. Mon tocard de petit ami qui n'en voulait qu'à mon argent. J'ai grandi dans une famille extrêmement riche. Ça signifiait que j'avais des privilèges et que j'avais l'habitude de passer du temps avec des gens qui étaient aussi riches que ma mère et mon père. Je pouvais profiter de superbes et longues vacances, tous les 2 ou 3 mois, ainsi que d'incroyables virées shopping. On ne me disait pas souvent non. Et mes parents aimaient un peu me couvrir de cadeaux. Mais ne croyez pas que j'étais une gamine bonne à rien. Je m'investissais beaucoup dans mes études et je voulais tracer mon propre chemin. Je voyais que mes parents travaillaient dur et qu'ils étaient passionnés par leur carrière. Et je voulais être comme eux. Ils prenaient le taureau par les cornes et traçaient leur propre chemin. Maman venait d'un milieu aisé, mais papa était un self-made man. Et ils sont tombés amoureux à cause de leur ambition mutuelle. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 meilleures années. Croyez-moi, ça marche. Je voulais quelqu'un comme ça, quelqu'un qui me pousserait à donner le meilleur de moi-même. Mais au lieu de ça, j'ai rencontré Jérémy. Et comme une idiote, je suis tombée amoureuse de lui. Je passais le plus clair de mon temps avec des gens aussi riches que ma famille, mais ce n'était pas parce que j'étais élitiste. C'était juste parce que les familles ouvrières ne pratiquaient pas les mêmes activités que moi, ni ne fréquentaient la même école. C'était normal d'avoir des amis qui pouvaient se permettre le même luxe que ma famille. Alors oui, mon premier petit ami venait d'une famille riche. Il était un peu ennuyeux, alors ça n'a pas duré longtemps. Mais je ne regrette pas cette expérience. Il était gentil avec moi, alors je l'aimais bien au début. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'agissais par habitude. Je voulais quelqu'un qui me fasse ressentir quelque chose de réel. Quelqu'un qui faisait battre mon cœur plus fort quand il m'embrassait. Mon deuxième et mon troisième petit ami étaient riches aussi. Pour des raisons diverses, ça n'a pas fonctionné. Mais quand j'ai rencontré Jérémy, j'ai cru que c'était le bon. Son sourire était si grand et éclatant, et il me faisait tellement rire. Savez-vous comment je l'ai rencontré? Je suis sortie dîner avec quelques amis, et il était notre serveur. Il était un peu charmeur, mais je l'aimais bien. Mes amis me taquinaient parce que j'appréciais le type qui nous servait notre repas, mais je n'y voyais rien de mal. Il n'était pas riche, mais ça ne me dérangeait pas. Alors, à la fin de la soirée, j'étais un peu déçue que je n'allais pas le revoir. À ma plus grande surprise, alors que mes amis et moi quittions le restaurant, j'ai entendu quelqu'un marcher derrière nous. « Excusez-moi » m'a dit Jérémy quand je me suis retournée. « J'espère que vous ne me prenez pas pour un type louche ou quelque chose comme ça, mais je finis mon service dans une demi-heure. » Est-ce que je peux vous offrir un café ou quelque chose? Je n'arrivais pas à y croire. Il paraissait si honnête et gentil. Et j'aimais qu'un homme prenne les devants. Alors qu'après une minute de réflexion, j'ai finalement dit oui. Mes amies n'arrivaient pas à y croire. Aucune d'entre elles, ni moi non plus, n'était déjà sortie avec quelqu'un qui n'était pas riche. Et pourtant, je leur ai dit de rentrer sans moi. Je resterais au restaurant, attendant que Jérémy finisse son service. Notre premier rendez-vous était incroyable, je ne peux même pas l'expliquer. Nous avons parlé pendant des heures et il semblait être un mec génial. Nous avons échangé notre premier baiser ce soir-là et j'ai senti mon cœur battre plus fort. Jérémy semblait être le genre de personne qui pouvait me donner tout ce que je voulais. Je n'avais pas besoin d'argent et je ne voulais pas qu'on me soutienne financièrement. Je voulais simplement rencontrer mon âme sœur. Et comme une idiote, j'ai cru que c'était Jérémy. Il était très gentil et son sourire me faisait fondre comme neige au soleil. Jérémy ne venait pas d'une famille riche. Il travaillait déjà quand il était au lycée. Quand je lui ai demandé s'il voulait aller à l'université, il m'a sorti une histoire larmoyante, me disant qu'il ne pouvait pas se le permettre. J'adorais étudier et faire quelque chose de ma vie, mais je crois que je serai serveur toute ma vie. Et ça me tue, a-t-il dit. Et je me sentais si mal pour lui. À mes yeux, Jérémy était quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, mais la chance ne lui avait pas souri. J'avais les moyens de l'aider et j'y étais déterminée. Je me suis retrouvée à souvent lui faire des cadeaux,
Je lui ai acheté des nouveaux vêtements, des jeux vidéo et même une télé toute neuve. Il était très reconnaissant et au début, il ne me demandait rien. J'étais celle qui lui offrait des choses simplement parce que j'aimais le voir sourire. Mais au bout d'un moment, les choses ont commencé à changer. Les demandes étaient subtiles au début et il a réussi à me convaincre que les idées de cadeaux dont je le couvrais venaient de moi. J'étais tellement amoureuse que je ne l'ai pas remarqué. Vous voyez, il faisait un commentaire spontané sur une chose ou une autre dont il avait besoin. Ou remarquait que telle chose était sympa pendant que nous regardions un film. Je pensais que c'était gentil de le surprendre avec ce dont il avait parlé, et je le croyais vraiment quand il faisait semblant d'être surpris. Mais au bout d'un moment, il était plus audacieux. Jérémy pensait que je ne remarquerais rien, que je l'aimais trop, et que j'étais déjà convaincue par son numéro du mec bien. Je peux vous dire que mes parents n'ont pas élevé une imbécile. Alors, quand il a commencé à demander des choses directement, j'ai eu quelques soupçons. Bien sûr, demander un cadeau ou deux n'était rien de grave, mais la façon dont il parlait, c'était comme si j'étais censée lui donner des choses simplement parce que j'avais plus d'argent que lui. Comme si je lui devais quelque chose. Quand il m'a demandé un cadeau pour son anniversaire, je n'ai pas été étonnée. Ça paraissait même normal. Pourquoi ne pourrait-il pas choisir ce que je lui offrais? Mais ensuite, il en voulait de plus en plus, et ça m'a un peu agacée. Mais ce n'était pas tout. Nous avons célébré notre premier anniversaire, et Jérémy m'a demandé si je voyais notre relation continuer sur le long terme. J'ai dit que oui, que j'aimerais que nous construisions notre avenir ensemble. Le mot-clé dans cette phrase était « ensemble ». Je ne voulais pas être la seule à construire quelque chose, mais c'est exactement ce qu'il a semblé entendre. Soudain, il a prétendu qu'il avait été renvoyé. Mais je ne le croyais pas. Ça paraissait étrange, car le restaurant où il travaillait était toujours bondé, et c'était un bon serveur. Quelque chose me disait qu'il avait tout simplement démissionné, se disant que j'allais maintenant subvenir à ses besoins, comme s'il me tenait dans le creux de sa main. Au début, j'étais patiente avec lui. Je me suis dit que j'avais peut-être trop de doutes, mais je restais sur le qui-vive. J'ai remarqué que les choses que je lui achetais disparaissaient soudainement, et j'ai commencé à faire mes recherches. Oh, surprise! Je les ai retrouvées chez un prêteur sur gage tout proche. Ce feignant ne s'était même pas donné la peine de se déplacer un peu plus loin pour revendre mes cadeaux. Imaginez un peu ma colère. Je lui ai fait face et je l'ai menacé de le quitter. Jérémy m'a supplié de ne pas le faire. Il semblait si triste. J'ai pensé que peut-être j'avais réussi à le faire réagir. Il allait changer et trouver un travail et nous aurions un avenir ensemble. Ouais, je sais, comme si ça allait arriver. Ce genre de miracle n'arrive pas dans la vraie vie. J'ai décidé de lui donner une seconde chance, mais je le surveillais de très près. Jérémy a fait semblant d'avoir changé pendant 1 mois ou 2, et quand il s'est dit que je lui avais vraiment pardonné, il a recommencé toutes ses conneries. C'est là que j'ai commencé à être mesquine. Je savais que je pouvais le quitter et en avoir fini avec Jérémy, mais ça ne semblait pas juste. Il avait essayé de m'utiliser et de profiter de ma confiance. Pourquoi devrait-il s'en sortir facilement? J'avais payé toutes ses charges et il avait même accès à mon compte en banque en cas d'urgence. Oui, vous l'avez deviné, il a tout à fait utilisé pour des choses que personne ne considérait comme urgentes. J'ai décidé de ne plus payer les charges pour son appartement. Ou devrais-je dire mon appartement? Parce que oui, je payais le loyer. J'ai aussi détruit son ordinateur alors qu'il était sorti avec ses amis. Et j'ai détruit la carte de crédit que je lui avais donnée ainsi que la sienne. Il allait devoir faire de nouvelles demandes pour tout. J'ai donné ses vêtements à une association pour qu'il soit utile à la société au moins une fois dans sa vie. Bien sûr, je n'ai pas tout fait en une seule fois. Je gardais le plus évident pour la fin. Je faisais les choses les plus petites et les plus mesquines tout en faisant comme si je ne savais pas de quoi il parlait. Il m'a demandé de l'aider à réparer son ordinateur et je lui ai dit que j'avais trop de travail pour l'aider. Jérémy ne comprenait pas pourquoi tous ses comptes étaient bloqués et quand il essayait de savoir ce qui se passait, on lui disait qu'on ne pouvait lui donner aucune information. Après tout était à mon nom. Finalement, quand il a enfin compris ce que je faisais, je lui ai gaiement dit qu'il le méritait et qu'il ne devait pas utiliser les gens pour leur argent. Il était stupéfait et a essayé de me faire croire qu'il ne m'aimait pas parce que j'étais riche. « Bébé, tu es toute ma vie !» pleurait-il, mais je n'allais pas lui donner une nouvelle chance. Vous savez ce qu'on dit? Qui me trompe une fois, honte à lui. Qui me trompe 2 fois, honte à moi. Il suppliait et m'implorait, mais j'en avais fini avec lui. Depuis ce jour, sa vie n'a fait que s'en aller à volo. Jérémy était trop habitué à ne pas travailler et à ne rien faire de la journée comme une larve. Alors, il n'était pas très efficace dans les petits boulots qu'il essayait de décrocher. Aux dernières nouvelles, il vivait chez un de ses amis et il abusait déjà de son hospitalité. Il me demande sans cesse sur Facebook de lui prêter de l'argent pour se remettre sur pied. Mais je ne réponds jamais. Vous vous dites peut-être que j'étais trop méchante, mais je ne regrette rien. Je lui ai donné une chance de changer d'attitude ou de passer à autre chose. Et il a décidé de continuer à me manipuler. Je n'apprécie pas qu'un type joue avec mes sentiments juste pour se la couler douce. J'espère que Jérémy a retenu la leçon et qu'il n'essaiera pas d'escroquer quelqu'un d'autre.
Mais honnêtement, je crois qu'il est trop imprudent. Et c'est mauvais pour lui. Il est toujours très mignon. Et une fille comme moi peut tomber sous son charme. Pendant 1 an ou 2. Mais ensuite, c'est retour à la case départ et sa beauté ne va pas durer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la pire façon dont vous vous êtes vengé contre quelqu'un qui vous a fait du mal? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Je sais, ça n'a pas l'air gentil. Tomber enceinte pour que votre petite amie reste avec vous. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Je m'appelle Emilia et je voudrais vous raconter comment j'en suis arrivée à faire quelque chose d'aussi radical. J'espère qu'une fois que vous connaîtrez mon point de vue sur cette histoire, vous ne me verrez plus comme un monstre. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être mère. Je jouais avec mes poupées et faisais comme si c'était mes enfants. Vous voyez, j'étais l'unique enfant de mes parents et ils refusaient d'avoir d'autres enfants. Je les suppliais encore et encore, mais ça ne servait à rien. Ils étaient déterminés. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 superbes années. Croyez-moi, ça marche. Il disait qu'il n'avait besoin que d'une seule fille et qu'il m'aimait tant. Pourquoi agrandir notre famille? En plus, ma mère et mon père n'avaient pas non plus de frères et sœurs et je n'avais même pas de cousins avec qui jouer. Tous mes amis à l'école avaient de grandes familles heureuses. Quand je rentrais à la maison, je n'avais que mes parents pour me tenir compagnie. Et ils étaient souvent trop occupés avec leur travail pour me prêter attention. Alors je suis devenue un enfant très solitaire. J'avais des amis à l'école, mais ce n'était pas assez pour moi. Il me manquait quelque chose. Mes jouets et mes poupées sont devenus mes enfants, et ma famille s'est soudainement agrandie. Ce n'était pas réel, mais c'était quelque chose. Maman disait que j'avais une imagination débordante et que mon obsession des grandes familles finirait par me passer. Mais ce n'est jamais arrivé. Chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, je lui posais des questions sur ses frères et sœurs. Et j'étais très jalouse quand elle en avait. Je voulais savoir ce que ça faisait, et j'ai peut-être mis certaines personnes mal à l'aise avec mes questions. Mais je ne dis pas que je suis une sorte de dame au chat dérangé, mais avec une fratrie et des enfants à la place. Je veux seulement 3 ou 4 enfants, rien d'autre. Ce n'est pas comme si je voulais 12 bébés rampant partout dans la maison, mais c'est tout de même quelque chose qui a marqué mon enfance. Et je ne m'imaginais pas devenir adulte et continuer à me sentir si seule. Alors quand j'ai rencontré le garçon qui deviendrait mon petit ami, Kyle, je n'étais pas sûre qu'il soit fait pour moi. Après tout, nous étions tous les deux assez jeunes, et les adolescents ne savent généralement pas s'ils veulent de grandes familles heureuses ou simplement passer du bon temps. Quand Kyle m'a invitée à sortir, j'ai d'abord refusé, mais il a insisté en me disant qu'il avait eu un coup de foudre pour moi et que j'étais faite pour lui. Il m'a fait la cour, et petit à petit, je suis aussi tombée amoureuse. Alors au final, nous avons commencé à sortir ensemble, et c'est rapidement devenu officiel. Nous étions ensemble, et nous avions même pour projet d'aller dans la même université après le lycée. J'ai dit à Kyle que c'était important pour moi d'avoir un enfant peu après être entrée à l'université, et à l'époque, il était d'accord avec moi. Je ne pensais pas qu'il mentait. Après tout, il semblait aimer les enfants, mais c'était plutôt qu'il croyait qu'il y avait plus de temps pour grandir de cette façon. Il pensait certainement que j'en rêvais, mais que je ne demandais pas à avoir un bébé à la sortie du lycée. Eh bien, c'est là que Kyle avait tort. Après avoir été acceptés dans la même université, Kyle et moi avons emménagé dans un appartement près du campus. C'était confortable et charmant, et nous pouvions beaucoup y étudier, ou du moins c'était le but, car Kyle a semblé soudainement se rendre compte que les fêtes pouvaient être amusantes quand il n'était pas sous la coupe de ses parents. Purée, c'est là que les choses ont commencé à se dégrader. J'avais toujours été très responsable et j'appréciais que Kyle aime les études autant que moi. Il faisait partie des meilleurs de la classe au lycée, et je me suis dit que ça ne dérangerait pas à l'université. Mais soudain, il semblait plus intéressé par les sorties pour aller boire et danser que par se lever tôt pour un examen. Je m'inquiétais pour lui, mais c'était loin de la prise de conscience la plus choquante. Quand je lui ai dit qu'un couple que nous connaissions du lycée attendait son premier enfant, il a tremblé et m'a dit « Oh la vache ! Ils vont gâcher leur vie. Ils auraient dû attendre au moins 5 ans avant de faire quelque chose comme ça. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais clairement dit à Kyle, avant même que nous emménagions ensemble, que je voulais un enfant. Bientôt. Quand je le lui ai rappelé, il a juste ri et m'a ignorée. Je ne pouvais pas être sérieuse, si, a-t-il demandé. Mais je l'étais, et les disputes et prises de tête continues ont alors commencé. Nous nous entendions si bien avant, mais dès que je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas d'enfant tout de suite, eh bien tout s'est envenimé. Je le suppliais continuellement de tenir sa promesse. Kyle m'a dit qu'il le ferait, il voulait absolument avoir des enfants avec moi.
mais pas maintenant. Peut-être après avoir obtenu notre diplôme, très certainement après que nous ayons tous les deux un super travail. Je ne pouvais pas attendre si longtemps, j'avais besoin d'un enfant tout de suite. Et ce n'était pas juste que d'autres couples que nous connaissions attendaient un enfant alors que je devais attendre plus longtemps. J'avais été très patiente pendant tout le lycée, je savais que j'étais trop jeune à ce moment-là, mais maintenant, c'était le bon moment. Et je ne voulais pas que mon petit ami m'empêche de réaliser mes rêves. Son excuse était que nous devions attendre pour avoir assez de temps pour étudier et être diplômés avec mention. Mais je savais que c'était un mensonge. Et vous aussi, car je vous ai dit que Kyle sortait faire la fête tout le temps. Ce qu'il ne voulait pas, c'était ne plus avoir l'opportunité d'être irresponsable et d'aller boire tous les soirs. Un enfant serait un fardeau pour lui. Je l'entendais dans sa voix même s'il ne prononçait pas ces mots. C'était très frustrant et je ne comprenais pas pourquoi il agissait de cette façon. Kyle avait toujours été très gentil et plein d'égards envers moi. Il avait aussi été un étudiant si talentueux. Pourquoi changeait-il tout d'un coup ? Quelque chose d'autre a commencé à m'ennuyer pendant ces mois difficiles. Il était plutôt timide quand nous étions au lycée, mais maintenant il était devenu très social. Ça m'effrayait parce qu'il avait soudainement plein d'amis qui étaient des filles. Il a essayé de me rassurer, me disant qu'elles n'étaient que des amies et qu'il n'en trouvait aucune canon ou quelque chose comme ça. Kyle disait toujours « C'est toi que j'aime, et seulement toi, bébé. Arrête d'être aussi jalouse. Je ne tromperai jamais l'amour de ma vie. » Et ça paraissait si gentil, bien sûr, mais quelque chose sonnait faux. Je savais qu'il m'aimait, je n'en doutais pas, car je le voyais dans ses yeux et dans sa façon de m'embrasser. Mais l'université et les fêtes changeaient mon Kyle. Et que se passerait-il si un soir, bourré, il finissait par déraper avec une fille ? Alors, je le perdrais pour toujours. Et je ne pouvais pas laisser ça arriver. C'est alors que l'idée parfaite m'est venue. La solution à tous mes problèmes. Oui, je sais, c'est tordu et tout, mais au moins, ça fera avancer notre relation. Je savais que c'était aussi ce qu'il voulait, parce qu'il me l'avait dit. Kyle avait simplement peur et était trop émerveillé par les fêtes pour se souvenir ce qu'il était vraiment. Après une très grosse dispute, Kyle était parti et n'était pas rentré de la nuit. Plus tard, il a affirmé qu'il avait passé la nuit chez l'un de ses amis. Un homme, évidemment, m'a-t-il rassuré. Kyle m'a dit qu'il avait juste eu besoin de passer un peu de temps sans moi. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Si je ne le retenais pas maintenant, il finirait par s'éloigner de moi et je perdrais l'amour de ma vie et l'homme qui allait devenir le père de mes bébés. Je savais que ce serait impossible de le convaincre d'être intime sans se protéger, alors je devais être sournoise. J'ai ouvert son tiroir et j'ai fait un trou dans tous ses petits sachets. Croyez-moi quand je dis que j'étais tout le temps collée à lui les semaines qui ont suivi, pour m'assurer que mon plan fonctionnerait. Et le croiriez-vous, mes règles étaient en retard le mois suivant. Quand j'ai fait le test de grossesse, il était positif. J'étais si impatiente, si heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis précipitée dans la chambre avec le test dans les mains et lui annoncer la grande nouvelle. Eh bien, c'est à ce moment que la situation a dérapé. Kyle n'était pas content. Il était sous le choc et paraissait terrifié. J'ai essayé de le calmer, de lui dire que tout irait bien, que nous pourrions enfin être cette grande famille heureuse. Mais il paraissait pâle et faible. Il n'arrivait même pas à parler. Il ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. Je ne voulais pas lui dire ce que j'avais fait, mais ce n'était pas important. Je lui ai expliqué que je garderais mon bébé, notre bébé, et qu'il devait se mettre sérieusement au travail et arrêter de faire la fête. Il devait s'assurer que tout serait en ordre dans nos vies pour l'arrivée du bébé. Oh, croyez-moi, il s'est énervé pour de bon. Il a refusé de faire quoi que ce soit de ce genre, et nous nous sommes mis à nous disputer. Il me répétait qu'il ne voulait pas être père et que je devais résoudre ce problème. Je lui ai dit que j'allais garder notre enfant dans tous les cas. Soudain, Kyle s'est retourné et est parti en trombe. J'ai essayé de le retenir, mais il est monté dans sa voiture et est parti. J'étais dévastée. Honnêtement, je croyais que mon petit ami se montrerait à la hauteur et serait responsable pour sa nouvelle famille. Mais au lieu de ça, il s'est simplement enfui. Je suis retournée dans l'appartement, me demandant comment je m'occuperais de mon enfant toute seule et ce que ma famille dirait. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit, me demandant si Kyle allait vraiment m'abandonner avec le bébé. J'étais si inquiète et n'arrêtais pas de pleurer. J'ai commencé à me demander si mon plan s'était retourné contre moi et si j'allais devoir faire face aux conséquences toute seule. Mais le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un marcher dans l'appartement que je partageais avec mon petit ami.
C'était Kyle, qui paraissait se sentir coupable et exténué. Je me suis dirigée vers lui, et il m'a serré dans ses bras et m'a embrassée comme s'il ne m'avait pas vue depuis des années. Kyle s'est excusé d'avoir réagi de cette façon et m'a expliqué qu'il avait paniqué. Il avait parlé à ses parents pendant la nuit et s'était rendu compte qu'il devait grandir et prendre ses responsabilités avec son bébé. J'étais si heureuse. Je l'ai tout de suite pardonné, bien sûr, et tout est redevenu normal. Kyle a vraiment mûri pendant ma grossesse et est redevenu un très bon étudiant. Il m'a demandé en mariage peu après, quand notre fille, Tilda, est arrivée dans nos vies. Nous ne pourrions pas être plus heureux. Vous voyez, tout s'est passé comme prévu. Je suis tombée enceinte pour retenir mon petit ami, mais je ne l'ai fait qu'avec les meilleures intentions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez-vous que la fin justifie parfois les moyens? Avez-vous déjà fait quelque chose d'un peu tordu pour que votre partenaire ne prenne pas une mauvaise décision? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. J'ai grandi dans la pauvreté. Et quand je dis pauvre, c'est pauvre. J'étais sans abri. Mes parents m'avaient abandonné quand je n'étais qu'un enfant. Mon oncle avait réussi à m'élever lui-même, mais il est finalement mort quand j'avais à peine 13 ans. Je ne voulais pas être placée dans un foyer d'accueil. Et certainement pas dans un orphelinat. Alors j'ai décidé de m'enfuir. J'ai appris à vivre seule et j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'était difficile, très compliqué. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner, ainsi que d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer d'autres histoires folles. C'était difficile d'apprendre à survivre par mes propres moyens. Je n'avais que quelques biens et pas d'argent du tout. C'était aussi assez dangereux pour une jeune fille comme moi de vivre dans la rue. Mais j'ai appris à me défendre. Et très vite, j'ai fait partie d'une bande de sans-abri, et nous nous sommes tous occupés les uns des autres. J'étais intelligente, je savais comment manipuler les gens, et comment leur parler pour obtenir ce que je voulais. Mais la vie était vraiment dure. Je trouvais à peine assez de nourriture pour ne pas mourir de faim. Je vivais sous un pont, et parfois j'entendais les rats grouiller autour de moi. Quand j'étais jeune, de nombreuses personnes aimables m'offraient de la nourriture et de l'eau, et me donnaient de l'argent. Mais en vieillissant, les gens sont devenus de moins en moins généreux. Je suppose que c'est parce qu'ils pensaient que je suis assez âgée maintenant pour que je puisse gagner un peu d'argent. J'ai essayé de trouver un travail. J'ai vraiment essayé. Mais personne ne veut engager quelqu'un qui porte des vêtements en haillons, troués, ou qui sente la poubelle. J'ai donc dû essayer de gagner de l'argent de différentes manières. D'accord. Maintenant, je n'aime pas parler de cette partie. Vous voyez, j'ai dû en quelque sorte enfreindre la loi. J'ai volé, je n'en suis pas fière, mais parfois, j'allais dans une épicerie ou un supermarché et je volais de la nourriture. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais affamée. Et si je ne volais pas cette nourriture, alors je mourrais. Mais là encore, voler n'est pas toujours la solution. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à me voler de beaux vêtements et du savon, et je me suis préparée pour mon premier entretien d'embauche. C'était dans cette énorme entreprise, et j'allais travailler comme assistante mal payée. Mais cela ne me dérangeait pas. Tant que je pouvais gagner assez d'argent pour m'en sortir, j'étais contente. Je me suis préparée pour mon premier entretien d'embauche. Je portais un pantalon long et une veste. Lorsque je suis entrée dans la pièce, j'avais tellement peur que l'employeur se rende compte que j'étais en fait une sans-abri déguisée. Mais il ne semblait pas se douter de quoi que ce soit. L'entretien s'est très bien passé. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient si j'obtenais le poste. Mais je n'avais pas de téléphone. Je leur ai donc demandé de m'envoyer un mail. Puis chaque soir, je me connectais à un ordinateur dans un cybercafé voisin, dont le propriétaire était un bon ami à moi. Il se fichait que je sois sans abri et me laissait utiliser l'ordinateur pour vérifier ma messagerie. Les jours ont passé et je n'ai pas reçu de mail. Je commençais à penser que je resterais sans abri pour toujours. Mais le 5e jour après l'entretien, j'ai reçu un mail de la société. Il disait « Félicitations, vous avez eu le poste. Veuillez vous présenter au bâtiment demain à 8 heures précises pour votre premier jour de travail. » J'étais tellement excitée. J'ai dit au propriétaire du cybercafé que j'avais obtenu le poste et nous nous sommes embrassés et nous avons sauté de joie. Puis je suis rentrée chez moi, ou plutôt dans la pile de cartons que j'avais appelée chez moi. Et je l'ai dit à mes amis qui étaient aussi sans abri. Certains avaient l'air jaloux, mais beaucoup d'entre eux étaient si heureux pour moi. Enfin, j'allais gagner de l'argent. Le lendemain, je me suis préparée en portant les mêmes vêtements qu'avant et je me suis même assurée de me laver dans une rivière voisine pour ne pas sentir mauvais lors de mon premier jour de travail. J'ai marché jusqu'à l'immeuble car je n'avais pas de voiture et je ne pouvais pas me payer un ticket de bus. Alors j'étais un peu en sueur quand je suis arrivée. Mais le premier jour s'est bien passé. C'était vraiment facile. Tout ce que j'avais à faire était de remplir quelques feuilles de chiffres et de travailler en tant qu'assistante du patron. Imprimer des trucs, prendre un café, organiser des réunions, c'était aussi assez amusant. J'ai travaillé comme ça pendant quelques mois et les choses se sont bien passées. Mon patron était très gentil aussi et je pouvais dire qu'il était super riche. Le midi, tous les jours, il prenait une sorte de repas onéreux.
Une fois, je l'ai vu manger un bol plein de caviar. Personne ne se doutait que j'étais sans abri. Pour eux, je n'étais qu'une assistante normale, avec une maison normale et une vie normale. Après 1 an d'économie, j'ai finalement obtenu assez d'argent pour me louer un petit logement. J'étais triste de devoir dire au revoir à mes amis sans abri. Mais j'étais aussi si heureuse de pouvoir vivre de façon indépendante et de gagner de l'argent. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Mais j'en voulais encore plus. Je voulais toujours gagner plus d'argent. Je voulais toujours plus de choses, plus d'objets, plus de propriétés. Je suis devenue avide. J'ai donc décidé qu'il y avait une autre façon de gagner de l'argent. Une façon moins honnête, mais tout aussi efficace. Je pourrais essayer de devenir croqueuse de diamants. Je sais, quelle idée terrible, mais à l'époque, je cherchais désespérément à gagner plus d'argent. Et en plus, il y avait beaucoup d'amis riches sur mon lieu de travail. Il y avait tellement d'opportunités pour obtenir de l'argent de leur part, alors j'ai décidé de les saisir. D'abord, j'ai décidé de m'entraîner avec un de mes collègues. En fait, j'ai cherché en ligne comment devenir une croqueuse de diamants. Et on m'a répondu qu'il fallait les séduire. Soyez séduisantes, riez à leurs blagues, même si elles ne sont pas drôles, et assurez-vous d'être vraiment aimable s'ils vous achètent quelque chose, afin de les entraîner à vous en racheter. Comme un animal, pour ainsi dire. Mon premier entraînement s'est fait avec un ami qui s'appelle Tony. Il n'était pas vraiment riche, mais il était bien loti, plus riche que moi au moins. Un jour, je me suis approchée de lui et je l'ai complimenté sur sa cravate. « C'est vraiment une jolie cravate. Tu es trop mignon comme ça. » J'ai souri en battant mes cils. « Oh, merci Lola. Elle est plutôt bon marché. Je l'ai eue dans un vide-grenier, a-t-il répondu. C'était mon signal. J'ai commencé à rire, beaucoup même si cette blague était vraiment mauvaise, et Tony semblait tout embarrassé. Mais il me regardait différemment maintenant, et je croyais l'avoir sous la main. Après ça, c'était facile comme bonjour. Je l'ai invité à sortir. Nous avons eu plusieurs rendez-vous et finalement, il a commencé à m'acheter des cadeaux. D'abord un bouquet de fleurs, puis des bijoux. Ensuite, nous allions en vacances ensemble. Je vivais la belle vie. En fait, je n'aimais pas vraiment Tony. Il était assez ennuyeux, mais j'aimais son argent. Alors j'étais d'accord pour sacrifier ma vie romantique si cela signifiait que je pouvais avoir plus d'argent. Mais ensuite, Tony a voulu m'épouser. Maintenant, comme je l'ai dit, Tony n'était pas super riche, il n'était que légèrement au-dessus de la moyenne. Et j'avais déjà planifié ma prochaine action. J'allais me lancer dans la plus grosse du lot, le plus riche des plus riches. Mon patron. Le truc, c'est que mon patron, Michael, avait déjà une petite amie à ce moment-là, donc j'avais besoin de mettre en place un plan pour les séparer. Et j'avais une bonne idée de la façon dont je pouvais faire ça. Vous voyez, la petite amie de mon patron et moi, nous ressemblons beaucoup. Nous avons les mêmes cheveux bruns, la même taille, les mêmes yeux noirs. Nos 2 noms commencent par un L, le mien Lola et elle s'appelle Lily. Quoi qu'il en soit, j'avais créé un plan pour le faire accuser d'avoir trompé Michael. Et elle allait embrasser mon petit ami, Tony. Ça vous paraît déroutant? Laissez-moi vous montrer comment j'ai fait. D'abord, j'ai installé une caméra dans une pièce de la maison de Tony pendant son absence. Ensuite, j'ai demandé à Tony de venir dans la pièce. Avant ça, Lily avait rendu visite à mon patron au travail et elle avait laissé sa veste derrière elle. Je l'ai volée et je la porte maintenant. Puis j'ai soudain embrassé Tony. Les caméras enregistrent tout. Après m'être assurée que j'avais pris suffisamment de photos, j'ai poussé Tony et je suis partie sans un mot de plus. Il était tellement confus. Mais je suppose qu'il était encore un peu étourdi par ce baiser soudain. Je suis rentrée chez moi, j'ai sauté sur un ordinateur et j'ai commencé à retoucher les photos. J'ai utilisé un programme qui pouvait fusionner les visages simultanément et j'ai récupéré une photo de Lily que j'ai fusionnée avec une photo de moi, de sorte qu'à la fin, on pouvait voir qu'elle embrassait Tony et que ce n'était pas moi qui l'embrassais. Puis j'ai écrit un mail pour l'envoyer à Michael. Voici ce qui est écrit. Michael, bonjour, c'est Lola, votre assistante. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais j'ai surpris votre petite amie Lily en train de vous tromper. Vous vous demandez peut-être comment je le sais. Je le sais parce qu'elle me trompe avec mon petit ami Tony. J'ai joint quelques photos d'eux, s'embrassant. Je les ai surpris en train de s'embrasser quand je suis entrée dans la pièce et comme j'avais mon téléphone sur moi, j'ai immédiatement pris quelques photos comme preuve. J'ai pensé qu'il valait mieux que vous sachiez. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais voulez-vous qu'on se retrouve demain pour prendre un café? On pourrait avoir une petite discussion? Salutations chaleureuses, Lola. Le plan était en marche. Michael a répondu quelques minutes plus tard en disant qu'il était choqué et qu'il était content que je lui en parle. Il a dit qu'il serait heureux de me retrouver pour prendre un café. Le lendemain, il m'a dit qu'il avait confronté Lily à ce sujet. Elle a fait semblant que ça ne s'était pas passé, a dit Michael. Et quand je lui ai montré les photos, elle a quand même dit que ça ne s'était pas passé, même si la preuve était là. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que Lily était la bonne. Ne vous inquiétez pas, Michael, lui dis-je, en lui souriant avec mon sourire le plus charmeur. Vous trouverez quelqu'un de nouveau, plutôt que vous ne le pensez. Je l'ai vu rougir. Et j'ai su que je l'avais dans la poche.
Très vite, nous sommes sortis ensemble. Il a vite oublié Lola et il me faisait toutes sortes de cadeaux. Les choses se passaient bien, il était plutôt sympa aussi et je crois que je l'aimais bien aussi. Puis est arrivée la phase suivante de mon plan. J'avais besoin de l'épouser. J'ai continué à lui faire comprendre que je voulais me marier très bientôt. Et puis nous avons eu un dîner romantique dans un restaurant chic où j'étais presque sûre qu'il allait se mettre à genoux. Et bien sûr, il l'a fait. J'ai dit oui immédiatement. Mais ensuite, quelqu'un est apparu à notre table et mon plan a été ruiné. C'était Lily. « Michael, dit-elle, n'épouse pas cette menteuse. J'ai été accusée de t'avoir trompé. » Quoi? Michael était tellement choqué. « Ne l'écoute pas, Michael. Fais-moi confiance, lui ai-je dit. » Mais ensuite, Lily a sorti une photo et j'ai su que le jeu était fini. « Regarde !» Lily a montré l'image à Michael. « Cette photo a été retouchée. Et tu vois cette cicatrice ici, sur la main de cette personne. Je n'ai pas cette cicatrice. » Elle a soudain saisi ma main. « Mais Lola, si !»« Michael, s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Lola m'a piégée. » Eh bien, c'était ça alors. Michael était furieux contre moi et il a immédiatement retiré la bague de mon doigt et m'a dit que c'était fini. Michael et Lily se sont remis ensemble. Bien sûr, j'ai été renvoyée de mon travail et je suis maintenant très pauvre. J'imagine que mon plan pour piéger un milliardaire afin qu'il m'épouse s'est retourné contre moi. Je suis pauvre, mais j'ai de l'espoir. Je trouverai un moyen de gagner de l'argent à nouveau. Salut, je m'appelle Camilla et je n'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais mon père accorde plus de valeur à l'argent qu'à moi. En grandissant, j'étais une vraie fille à papa. J'adorais passer du temps avec lui et il m'emmenait très souvent faire des balades. Nous étions très proches. Il est ingénieur en informatique et s'y connaît en ordinateur, alors il passe beaucoup de temps devant un écran. Il est aussi photographe amateur, du moins c'est ce que je croyais. Il s'est avéré que la raison pour laquelle il prenait toujours des photos de moi n'était pas aussi innocente que je ne le pensais. Papa m'emmenait au zoo, au parc ou tout autre lieu amusant et me demandait de poser pour faire des photos. Évidemment, je faisais ce qu'il me demandait et c'était toujours très drôle. J'adorais voir ce que donnaient les photos et nous passions de bons moments ensuite à les regarder. Papa me disait toujours que je grandissais si vite et qu'il voulait avoir des souvenirs de quand j'étais plus jeune. C'était tellement mignon et je le croyais sur parole. Comment une petite fille pourrait se douter que son père ne faisait pas d'elle sa priorité? Peu importe où nous allions, il me prenait toujours en photo. Pas seulement une ou deux photos, mais des douzaines. Il me demandait tout le temps de poser dans différentes parties du parc, ou du zoo, ou de tout autre endroit que nous visitions. Avec le temps, il s'est mis à m'acheter de magnifiques vêtements. Je le remerciais chaleureusement, et j'étais heureuse d'avoir de nouveaux vêtements presque toutes les semaines. Alors quand il voulait prendre de nouvelles photos, vous imaginez bien que j'obéissais rapidement. Après tout, il me couvrait de cadeaux, et j'aimais le voir heureux. De temps en temps, je m'asseyais dans le salon et ouvrais l'un des vieux albums photos de papa. Il en avait tellement, et j'adorais voir comment j'étais quand j'étais enfant, surtout quand j'étais adolescente. J'avais énormément de bons souvenirs de cette époque, et papa s'asseyait parfois avec moi et nous nous rappelions nos aventures. Je dois admettre que quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à penser que l'insistance de mon père pour tout le temps me prendre en photo était un peu bizarre. C'était mignon et amusant quand j'étais petite, mais maintenant j'étais presque une adulte, et il voulait constamment me prendre en photo. J'hésitais à lui en parler car ça le rendait si heureux, et j'aimais mon père, mais honnêtement, c'était assez gênant. Au final, j'ai décidé de simplement prendre les choses comme elles venaient et je me suis dit que papa était un peu excentrique, rien de plus. Mais en réalité, papa n'était pas seulement passionné de photographie, il m'utilisait dans un but lucratif et je ne l'ai jamais su. Quand j'avais 19 ans, j'ai décidé de taper mon nom sur Google. C'était quelque chose que tous ceux que je connaissais faisaient et je pensais que ce serait amusant de voir ce que je trouverais sur moi en ligne. Je ne savais pas vraiment sur quoi j'allais tomber, mais je ne m'attendais certainement pas à découvrir tout un site rempli de photos de moi. J'ai totalement paniqué. Plus j'en voyais, pire c'était. Ce n'était pas juste une photo ou deux, mais des centaines, peut-être même des milliers. Et le pire était que, pour la plupart, je ne les avais jamais mises en ligne. Ça voulait dire que quelqu'un avait trouvé les originales et les avait publiées sur Internet sans ma permission. Il y avait même des calendriers vendus sur ce site, et les gens en achetaient beaucoup. Plus je regardais ces photos, plus je reconnaissais les endroits où elles avaient été prises. Il n'y avait qu'une personne qui avait accès à cette incroyable quantité de photos de moi. Mon père. Bien sûr, je me suis dit que mon père ne me ferait jamais ça. Alors j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être piraté ses comptes.
J'ai commencé mes recherches en ligne et après des heures d'enquête, les conclusions me terrifiaient. Mon père était le propriétaire du site. Alors il n'y avait plus aucun doute. Il était bien à l'origine de toute cette pagaille. J'étais évidemment affreusement en colère. Ne seriez-vous pas furieux, vous aussi? Je me suis sentie trahie et utilisée. J'avais fait confiance à mon père et posé pour toutes ces photos. Et il les vendait sur Internet derrière mon dos. Je suis tout de suite allée voir mon père pour des explications. Et il m'a regardé comme si je me comportais de façon irrationnelle. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas besoin de ma permission pour poster ces photos parce que il était mon père et que j'étais mineure sur la plupart d'entre elles. Je lui ai demandé de retirer toutes les photos et j'ai été choquée quand il a refusé. J'étais complètement furax. Je lui ai dit que je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Il semblait seulement inquiet à propos des photos. Il a voulu me donner de l'argent en échange des droits de chaque photo qu'il avait prise de moi dans le passé. Papa voulait même que je continue de poser pour de nouvelles photos. Évidemment, j'ai tout de suite refusé et suis partie en trombe. Je n'ai pas parlé à mon père depuis et je ne suis pas sûre de le considérer encore comme mon père. C'est un manipulateur qui a utilisé sa fille pour gagner de l'argent. Et il n'a même pas utilisé ses revenus pour mon éducation puisque j'ai dû contracter un prêt étudiant pour entrer à l'université. C'est arrivé il y a des mois. Je n'ai pas appelé mon père, ni ne suis allée le voir et je ne pense jamais le faire. Il m'a bien trop déçue. Je ne crois pas qu'il soit possible de lui pardonner. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous en colère si vos parents vous faisaient quelque chose comme ça? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.